Oh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la dernière ligne droite 2022 et ensemble on se réunit à nouveau pour mes 3 dernières vidéos. Enfin un peu de contenu sur YouTube, je vous vois venir. Et oui, ça a été très laborieux cette année 2022, donc j'espère que vous passez de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés par le Père Noël, que vous vous régalez, parce qu'il est temps pour nous de nous rappeler que 2022 n'a pas été très florichon en matière de contenu, que ça soit jeux vidéo, cinéma ou même au niveau actualité. C'est l'enfer, je trouve qu'on tourne pas mal en rond, c'est toujours la merde. En 2023 ça sera clairement pas meilleur, voire même bien pire je pense, mais c'est surtout que, alors oui je sais, on a l'habitude aujourd'hui des reboots, des remasters, des remakes, même au cinéma, mais alors là franchement j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de vraie fraîcheur, de vraies nouveautés. Alors il y a quelques trucs bien sûr, mais ça a été compliqué. Et en plus de ça, ma vie personnelle a été un enfer, ça ne s'améliore clairement pas. Ce qui fait que je suis pas allé au cinéma plus que d'habitude. Et c'est pour ça qu'au niveau des guides d'après-séance, on est moins d'une dizaine. Et le problème c'est que pour faire un classement 5 bons films, 5 mauvais films, il me faut de la matière. Donc j'ai dû tricher, je vous l'avoue, parce qu'il n'y a pas que des critiques qui ont été faites pour ces films-là. Il y en a 2 que j'ai dû prendre et que j'avais regardé à côté, dont je n'ai pas parlé. Donc voilà, donc je m'en excuse, j'essaierai de faire un petit peu mieux cette année. Je vais essayer de faire les choses, voilà, un peu plus développées. On va essayer de faire au mieux, mais franchement je ne promets rien parce que voilà, hein, c'est les aléas de la vie, c'est comme ça. Donc bref, bienvenue pour le classement des meilleurs et des pires films. Et on va commencer à la 5e place bien sûr avec le 5e bon film, et ce n'est autre que Alerte Rouge des studios Pixar, qui nous offre un bon dessin animé, franchement très sympathique, un film d'animation très très cool, sachant qu'il traite d'un sujet qui est, ma foi, je crois jamais été traité, ou en tout cas pas dans mes souvenirs, des règles. Et oui, pour parler aux petites filles qui voient leur corps se développer et subir un événement assez dramatique qui va les suivre toute leur vie, jusqu'à un certain âge bien sûr, mais d'une manière assez compliquée. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de le montrer dans un film, surtout dans un dessin animé, et de montrer aussi que les parents sont comme elle, un petit peu en mode oula c'est horrible, qu'est-ce qui t'arrive, comment essayer d'en parler. Alors certes, là c'est pas montré avec des serviettes hygiéniques, ça y est, elle a ses règles, c'est de montrer d'une manière où elle se transforme en pandarou, comme toutes les femmes de la famille. Et en gros, c'est le passage quelque part à l'adulte. Elle devient petit à petit une adulte et son corps évolue. Et je trouve ça très intéressant, même si peut-être qu'ils auraient essayé, je pense, de montrer un peu plus le côté où on voit la mère essayer de parler du corps, du développement, plus que de juste, ok, c'est le panda, etc. Je pense que c'était pour éviter peut-être de traumatiser les petites filles, mais je trouve que pour des parents qui ont une fille qui commence à avoir le corps qui se développe et que potentiellement cet événement arrive ou déjà en train d'arriver, de montrer ce film-là est peut-être intéressant pour essayer d'aborder le sujet d'une manière un peu plus douce. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, parce que d'une, il est assez quali, et en plus de ça, il est... Voilà, l'animation est vraiment incroyable. Encore une fois, je mentionne cette scène avec le père qui cuisine. En plus de ça, ça me fait bien rire de voir le père totalement en mode... Je sais ce que subit ma fille, mais je ne peux pas vraiment dire grand chose parce que nous les hommes, on ne le vit pas. Donc c'est vraiment à la femme d'arriver à gérer ça. Enfin, pas toute seule bien sûr, mais de mieux l'expliquer parce qu'elle, elle a subi ou elle le subit. Donc forcément, elle peut donner les mots, les astuces, tout ça. Alors que nous, en tant que comme, on est là en mode... on a peut-être une solution pour t'aider à moins souffrir, ou voilà, mais on sait pas trop quoi, enfin voilà. Donc c'est pour ça, mais je trouve ça très drôle comment c'est montré, de voir le père un peu en mode d'être là mais sans être trop là en mode je fais quoi, c'est voilà. Mais bref, donc c'est pour ça que j'ai mis ce film là à la 5e place, parce que c'est totalement mérité, j'ai bien aimé. À la 5e place des mauvais films, nous avons le dernier Roland Emmerich, Moonfall, qui était très attendu, hein, la lune qui va s'écraser sur Terre, mais pas une lune totalement classique, puisque celle-ci serait creuse et habiterait des extraterrestres ou une intelligence artificielle à l'intérieur. Et c'est un film que j'attendais un petit peu parce que j'aime beaucoup les films de Roland Emmerich, c'est toujours des films très divertissants, très explosifs et surtout ultra impressionnants visuellement. Et là, je me suis fait chier. Attention, c'est pas... Ouais, j'ai mis à cette 5e place parce que voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas vu beaucoup de films, donc ça a été compliqué de faire un vrai classement. Mais c'est pas un film que je reverrai avec grand plaisir comme certains de Roland Emmerich, comme Godzilla ou voilà.
Mais c'est que celui-ci, je me suis ennuyé sur les passages sur Terre qui sont longs, chiants. Et je sais que Roland Emmerich essaye de montrer tous les points de vue possibles, ceux qui vont devoir lutter contre la menace, ceux qui vont la subir, que ça soit de point de vue humain, animal, voilà. Il montre tous les aspects possibles et inimaginables, sauf que le point de vue humain sur Terre est chiant. C'est complètement stupide par moments, suivant le comportement des humains. Alors je sais, forcément quand tu subis une telle menace, il est toujours difficile de s'imaginer et de faire le bon choix, parce que quand on va le subir, on va complètement être perdu et peut-être faire la connerie. Mais là, j'avoue que la scène vers la fin où tout un groupe d'individus essaye de fuir la menace, surtout qu'il va manquer de l'oxygène, donc ils portent des masques à gaz avec, des masques, pardon, pas des masques à gaz, des masques, avec une bouteille d'oxygène de plongée, alors je crois que c'est celle récupérée dans un truc de pompier, si je me souviens bien, une caserne de pompiers. Et à un moment, forcément, il faut qu'il y ait un moment épique, un moment de stress pour que le spectateur reste là en mode oh mon dieu, mais qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'ils vont mourir, tout ça. Et je crois une des petites filles ou en tout cas un des enfants va avoir un problème avec son masque et un des adultes va lui passer le sien et se sacrifier. Et là tu te dis, mais attends, en tant qu'adulte, tu sais que le masque, t'en as besoin aussi, pourquoi vous faites pas 50-50? Même si tu sais que l'enfant va pas garder sa respiration très longtemps, parce que tu sais que forcément c'est un enfant, puis avec le stress peut-être que voilà, mais de dire, écoute, calme-toi, tu prends le masque, tu respires un bon coup, voilà, moi je vais tenir ma respiration le plus longtemps possible, en tant qu'adulte je peux, et dès que je commence à manquer de souffle, hop, on s'arrête, je te prends vite fait ton masque, je respire un petit peu, hop, tu gardes ta respiration, et ainsi de suite. Et non, là c'est un sacrifice qui pour moi est presque inutile, et en plus de ça même aurait pu finalement, et là en plus encore là je parle avec un enfant, mais pourquoi juste deux adultes restent côte à côte, on passe le masque à l'enfant et les deux adultes restent et se partagent le masque parce qu'ils peuvent y arriver plus facilement. Enfin, je sais, voilà, encore une fois, on n'est pas dans la situation, il y a le stress, tout ça, donc finalement, est-ce que si j'avais été à leur place, j'aurais pas été aussi con? Je ne sais pas. Mais je trouve ça tellement con que ça me sort un peu du film, sachant qu'en plus derrière, il y a pas mal de passages de lenteur. Et c'est dommage parce que, au-delà de ça, c'est quand même très cool, le coup de la lune qui va s'écraser sur Terre, les effets climatiques, c'est hyper beau visuellement. Et en plus de ça, normalement, ça annonce potentiellement des suites. Parce que on sait que c'est pas, enfin il n'y a pas que cette lune, il y a l'intelligence artificielle est encore présente, voilà. Donc je sais pas s'il y aura un jour un Moonfall 2, comment ça va se dégoupiller, ou est-ce que finalement l'échec, parce que je crois pas que ça a été une grosse réussite, fait que ça sera le seul opus de la licence. Ma foi, j'ai passé un bon moment, mais sans plus, vraiment pour moi c'est pas le meilleur et c'est pour ça qu'il finit à cette 5ème place. Mais s'il y avait eu d'autres pires films, il ne se serait pas retrouvé à cette 5ème place, parce que c'est pas vraiment une merde monumentale, mais clairement c'est pas le meilleur de Roland Emmerich. À la 4ème place des bons films, on retrouve un film d'horreur. Alors ça a été compliqué pour les 4 derniers, parce que en vrai à chaque fois j'étais en mode mais lui il peut finir à la première place, mais lui à la 2ème, ah mais attends mais lui aussi, ah ça a été compliqué, donc j'ai fait au mieux. Mais sachez que tous ces films que je vais citer à la fin là sont tous très bons globalement, vraiment il y a quasiment pas de défaut. Et c'est The Sadness, le dernier gros film, pas d'horreur, horreur pure dans le sens où voilà, jumpscare, avec une ambiance, tout ça. Non, là c'est juste du gore, c'est glauque à souhait, tellement ça pisse le sang, on voit des gens s'entretuer, se manger, faire les pires atrocités, massacrer un pauvre mec en le martyrisant, mais lui aussi en fait il est totalement starbé, jeter de l'huile bouillante, enfin il y a des scènes vraiment dégueulasses. Et d'ailleurs je sais que j'aime bien conseiller des films, et très souvent j'entends parler de gens qui aiment bien les films d'horreur, tout ça avec des ambiances comme Exorcist ou voilà, et j'étais en mode ah bon alors ce film là ne le regardez pas, parce que si vous détestez les films un peu à la Saw, voire bien plus dégueulasses que Saw, parce que clairement on est encore plus dégueulasse que Saw, ne regardez pas celui-ci parce que celui-ci est vraiment très dérangeant. Mais personnellement j'ai bien aimé parce que le film est très cool, et jusqu'à la fin le fait est qu'on ne sache pas si la femme a survécu ou si elle s'est fait tuer, avec le visage du mec tout souriant avec ses blessures. Le fait est qu'on sait que lui il est contaminé, c'est tellement dérangeant. Enfin, personnellement, c'est un très bon film que je conseille si vraiment vous aimez les films dégueulasses. Hein. Mais quand je dis dégueulasse, c'est dégueulasse, hein, parce que il y a des viols, je crois qu'il y a un bébé qui est mangé, je crois qu'il
y a de la torture sur des nourrissons, et voire même des trucs un peu plus glauques. Je sais pas si c'est vraiment explicite ou si c'est moi qui suis passé à côté, mais je crois que le médecin viole, mais je suis pas sûr, donc je préfère m'en rendre. Mais c'est très dégueulasse, voilà. Vraiment, si vous aimez ça, ce film est fait pour vous. Si vous détestez la moindre hémoglobine, voilà, fuyez. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis à sa 4ème place, parce que c'est un très bon film, que j'ai bien kiffé et que je reverrai certainement, mais en bonne compagnie, parce que tout seul, ça va... C'est pas m'a sauvé le cœur, mais j'étais en mode, oh, quand même. Oh, j'en ai vu des trucs de gaz, mais alors là... mais au moins, ils sont allés jusqu'au bout du concept, et je dis oui, et en plus de ça, il y avait le côté, bah voilà, avec le Covid, la maladie qui se propage, la désinformation, ou alors les politiciens qui sont en mode, non, tout va bien, ça va, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, alors que non, enfin, voilà. Mais... je trouve qu'il y a plein de messages, c'est pour ça que c'est un film très intéressant. À la 4ème place des mauvais films, on retrouve Tic et Tac, les Rangers du risque. Punaise, Tic et Tac, qu'est-ce que vous êtes devenus? Alors, l'animation, tout ça, ça va encore, mais je trouvais le film extrêmement mauvais parce que il a un matériau de base qui est le piratage, tout ça, les films qui utilisent, par exemple, je sais pas, un film comme Les Blanches-Neiges, mais comme ils n'ont pas les droits, vont transformer ça d'une manière totalement ridicule, en changeant le titre, en changeant l'héroïne, mais on reprend juste un petit peu le truc de base, mais voilà, pour pigeonner, on va dire, la pauvre personne crédule. Et c'est très sous-exploité dans le film, et c'est dommage parce que ça aurait pu être très intéressant de voir des copies totalement difformes, de voir Tic et Tac se voyager justement dans ces copies, de voir le monde du piratage, tout ça. Et c'est sous-exploité, et on se sert de Tic et Tac d'une mauvaise manière, je trouve, parce que ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas vus. Ça aurait pu être cool d'en faire un bon film, et là ils se contentent du minimum syndical, même si voilà, l'animation est quand même réussie, tout ça. Mais ça parlera plus aux fans, et je suis même pas sûr que pour les enfants ça soit très intéressant à regarder, parce qu'il est pas très drôle, même dérangeant au niveau de certains personnages et animations. Et en plus de ça, il y a des trucs, enfin il y a des incohérences, comme un moment Tic et Tac retrouve, enfin doivent aller voir quelqu'un, et le mec est un énorme géant qui garde, enfin un nain géant qui garde une porte. Et celui-ci ne peut pas baisser les yeux, ne peut pas baisser la tête. C'était la vieille, enfin la première espèce de 3D dégueulasse. Enfin bon bref. Et on le voit comme ça. Donc il dit à Tic et Tac, si je vous vois, mais sauf que je peux pas vous regarder. Et puis à un moment tu vois le mec il peut baisser les yeux. Donc t'es là, faut savoir, il peut pas les baisser, il peut les baisser. Enfin bon voilà, ils arrivent quand même à créer des incohérences. J'ai passé un moment, voilà, je vous avoue, j'ai fait souvent avance rapide. C'était long et pas très intéressant. Bref, c'est pour ça que je le mets à cette 4ème place. Bien que, voilà, il y a quand même des animations comme le mec en gomme qui est très très réussi. Mais si on doit dire que le film est bon juste parce que l'animation est cool, à ce moment-là, tous les films d'animation sont des chefs-d'œuvre. Voilà. À la 3ème place des bons films, Slumberland, le petit film Netflix que j'ai vu dernièrement, qui nous fait voyager dans le monde des rêves et des cauchemars, bien sûr, avec cette jeune fille qui malheureusement va vivre un événement dramatique où elle va perdre son père, et donc elle va perdre un petit peu tous ses repères et s'enfermer dans le monde des rêves et penser qu'elle pourrait peut-être potentiellement le retrouver et le ressusciter. Et en gros, on va nous faire découvrir que c'est le deuil, le monde de l'enfance qui s'écroule, mais que c'est pas parce qu'on grandit qu'on doit perdre ses rêves. Ça va être montré avec justement celui qui va devenir son beau-père, qui était le frère du père, je crois, si je dis pas de conneries, et qui celui-ci ne rêve plus parce que justement avec son frère ça s'était mal passé, tout ça, donc il a perdu la magie du rêve, il ne rêve plus, et c'est lui qui va être le personnage dans le rêve de la petite fille. Et c'est très intéressant, vraiment le film permet au voyage, même si malheureusement il n'est pas parfait, parce que il ne profite pas du potentiel du rêve pour nous montrer plein de décors, plein de rêves différents, de nous faire voyager aussi dans le monde des cauchemars et montrer plein de cauchemars liés à d'autres protagonistes. Non, c'est très centré, et c'est dommage, mais franchement, moi je trouve que le film m'a permis de m'émerveiller dans ce moment où c'était un peu compliqué pour moi. Et franchement, il nous permet de voyager. C'est drôle, en plus, Jason Momoa est très très cool dans le film. Donc pour moi, il n'est pas parfait, mais c'est un film qui vraiment m'a fait
m'a fait du bien. Vous voyez, c'est con, mais c'est mignon. Il prend pas les enfants pour des cons en mode avec des blagues de pipi caca, des proutes, voilà. Non, c'est quand même assez adulte parce que bah, voilà, on parle de deuil. Et bah, franchement, si vous l'avez pas vu et que vous aimez les petits films comme ça, sympathiques, en plus dans cette période de fête de fin d'année, bah, n'hésitez pas parce qu'il est très cool. À la 3e place, alors là, ben voilà, ça fait partie des films donc j'ai triché. Et ben ce n'est autre que Morbius. J'en avais pas parlé, je n'avais pas fait de guide d'appréciation parce que je n'étais pas allé le voir au cinéma. Et quelque part, je remercie. Le fait est que je n'allais pas bien pour ne pas y aller parce que putain, sans déconner, qu'est-ce que c'est mauvais. Alors, je trouve que Venom 2 est bien pire sur tous les aspects que Morbius. Morbius, tu sens que ça a été coupé au niveau de l'histoire, tu sens qu'il manque pas mal de trucs. Alors pour on ne sait quelle raison, il n'y a pas d'explication. Il y a des théories, Durandal avait fait une théorie comme quoi apparemment peut-être que le personnage principal, donc celui qui va devenir le monstre, enfin un des monstres mais celui qui est incarné par Jared Leto, avait potentiellement une relation amoureuse avec son assistant. Et donc il y avait une relation homosexuelle, donc peut-être certainement des bisous, tout ça. Enfin en tout cas, tu sens qu'il y a un truc entre les deux, tu sens que c'est pas une relation juste amicale. Ou en tout cas pas du point de vue de Morbius, enfin je vais l'appeler Morbius parce que je me rappelle plus de son nom, non, voilà, de Jared Leto. Et certainement que les studios ont dit oula, non non non, ça passera pas, donc on coupe. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été charcuté à mort et qu'on a ce film totalement dégueulasse. Et c'est dommage parce que on peut dire ce qu'on veut, mais alors les effets spéciaux des pouvoirs sont juste incroyables. Et franchement, je trouve ça très stylé avec les ralentis, la téléportation, la fumée. Enfin, franchement, c'est très très réussi. Alors, on avait déjà eu avec... Merde, comment il s'appelait dans X-Men, le mec tout bleu, là, Diabolo ou Diablos, je sais plus. Celui qui peut se TP, qui était déjà à l'époque... Enfin, les animations et les effets spéciaux étaient incroyables. Mais là, je trouve franchement que pour Morbus, c'est très très réussi. C'est con parce qu'on a un potentiel de fou. Mais bon, après, quelque part, est-ce qu'on a quelque chose à foutre? Parce que c'est un personnage qui n'est pas iconique dans l'univers Marvel. 90% des gens qui ont vu Morbius ne connaissaient même pas le personnage. C'est tiré de vieux comics, très peu connus. Donc, au final, est-ce que c'est un drame? Non. Mais c'est triste parce que, encore une fois, on a un personnage peu connu, on peut en faire un très bon film, et il suffisait juste d'avoir une histoire qui tient la route, et voilà, et on avait un bon film, parce que les effets spéciaux sont là, il y a des combats, les effets spéciaux sont réussis, tout ça, mais non, ils ont fait de la merde, mais ils se sont dit, on s'en bat les couilles, on parle d'un personnage peu connu, qui risque pas d'avoir un énorme succès, donc au final, on fait un mauvais film, mais on s'en bat les couilles parce que ça rapportera énormément d'argent, et Morbius a rapporté de l'argent. D'ailleurs, c'était assez drôle de voir qu'après, derrière, suite à l'échec énormément commercial, mais que les fans, enfin pas les fans, mais que les gens étaient là en mode « mais on veut revoir Morbius dans nos salles de cinéma, please !» Et que Jared Leto était en mode « Ouais, s'il vous plaît, attendez, il y a des gens qui veulent le revoir !» Et qui au final, il est ressorti dans les salles pour ne rapporter rien du tout. C'était assez drôle. Alors après, je sais pas si ça a été une énorme réussite financière, mais je pense qu'il a quand même largement assez rapporté pour que... pour rentrer dans ses frais, voire même rapporter un petit pécule derrière. Mais voilà, Morbius méritait largement cette 3ème place, mais il pouvait finir à la 1ère place. Mais je pense que Venom 2 reste quand même largement bien pire. À la 2ème place des bons films, on continue avec l'univers des super-héros, avec Doctor Strange is the Multiverse of Madness. Bah oui, le multivers s'ouvre. On l'a eu le début avec Spider-Man, donc je n'ai pas fait la critique, et qui aurait pu se trouver dans les très bons films, mais là j'avais l'avantage d'avoir fait des guides d'appréciation, c'est pour ça, donc je me suis dit, là je prends uniquement les films dont j'ai fait la critique. Et franchement, ce Doctor Strange était très cool. On voyage énormément au niveau des environnements, c'est très stylé. J'ai bien aimé le côté morbide de Strange en zombie, avec différentes personnalités, celui qui est enfermé dans ce manoir totalement détruit, etc. Franchement, le film est sombre, sans aller trop loin, sans aller trop loin, on est d'accord, mais quand même, c'est sombre, c'est plus adulte que d'habitude pour Marvel, pour le souligner, on n'est pas sur un truc ultra adulte, mais quand même. Et en plus de ça, avec la sorcière rouge, alors certes sous-exploitée, et malheureusement, elle est beaucoup plus pétée que ça, on le sait. En plus de ça, son sacrifice à la fin pour détruire les machins,
Ouais, bon, vas-y. Pourquoi pas, on sait qu'elle veut retrouver sa famille, tout ça, mais quand même, c'est... Enfin, c'est hyper maltraité, et je trouve que ça dessert un petit peu la sorcière rouge qui méritait bien plus que ça. Mais sinon, le film en lui-même est juste incroyable, visuellement, tout ça. Puis il commence à un peu ouvrir les portes du multivers. Le final qui nous annonce que voilà, Strange va se balader dans les différents univers, entre guillemets, est intéressant. À voir ce que ça va donner par la suite. On sait que voilà, Marvel a décidé de... Bon, voilà, on a sorti plein de films à chaque fois. On sait que vous aimez, mais que vous détestez aussi. Donc on va mettre un petit peu le holà en mode... On va faire de bons films, mais moins souvent. Je dis bons films avec un clin d'œil parce que bon, hein, ça c'est eux qui disent que c'est des bons films parce que c'est des gros succès financiers, mais critiques c'est rarement le cas. Mais Doctor Strange a plu en général. C'est le meilleur de cette phase 4, si je dis pas le connerie, hein, c'est la phase 4. Avec voilà, le retour de Professeur Xavier, tout ça. Je sais que c'est du fan service, que ils auraient pu faire mieux, plus poussé avec d'autres, mais ça fait plaisir quand même en tant que fan de revoir le professeur Xavier avec l'acteur qu'il incarnait dans les X-Men, de voir le mec des 4 Fantastiques, tout ça, parce que ça nous montre le potentiel du multivers. Mais le souci, c'est est-ce que Marvel va l'exploiter réellement? Est-ce qu'on va voir la réunion de plein de héros d'univers se réunir pour une menace? Mais quelle menace? Qu'est-ce qu'ils vont mettre après Thanos? Ah, il y a plein de menaces, hein, très gigantesques et tout aussi puissantes, si ce n'est peut-être même plus que Thanos. Mais Thanos reste ultra iconique dans l'univers Marvel, un des plus connus. Et puis surtout, tellement ils l'ont teasé, tellement ils ont tourné autour de lui avec les pierres d'infinité, etc. Qu'est-ce qu'ils vont mettre derrière comme menace qui pourrait réunir plein de super-héros, que ce soit les X-Men, que ce soit les 4 Fantastiques. Et je sais pas s'ils vont le faire, et c'est ça qui me fait chier et qui me stresse d'avance, parce qu'ils teasent le multivers, mais il va falloir l'exploiter, parce que là vous avez montré le Professeur Xavier, vous avez montré les 4 Fantastiques, vous avez montré plein d'héros d'univers différents, il va falloir les réunir, hein. Il va falloir faire quelque chose avec. Vous pouvez pas nous teaser ça, mais je pense qu'ils vont refaire des films 4 Fantastiques, etc. Ça m'inquiète un peu, je vous avoue, mais bon, en tout cas... Le Doctor Strange in the Multiverse of Madness est un de mes petits coups de cœur de cette année. Mais le film Spider-Man avec les 3 Spider-Man, il y avait celui de Sam Raimi et tout ça, était très cool aussi, hein, je vous cache pas, j'avais bien aimé. Je sais qu'il y en a qui avaient détesté parce que mais moi j'ai vraiment kiffé, surtout quand on voyait le retour de grands méchants de l'univers Spider-Man. Avec le bouffon vert, Octopus, etc. C'était très très cool. Mais voilà. À la deuxième place des mauvais films, là aussi j'ai triché. Oui, encore. Arthur, la malédiction. Alors lui, j'en avais entendu parler et sur Twitter. Et je croyais que vraiment c'était un film fait par des fans. Je me suis dit, bah voilà, il y a des fans de Arthur et les Minimoys. Pourquoi pas? Perso, j'avais apprécié le premier, après les deux autres beaucoup moins, mais j'avais bien aimé le premier. C'était un peu bizarre comme parce que on sent qu'ils voulaient nous proposer un film pour enfants, et en même temps un film pour adultes, hein. Hein, les allusions sexuelles ou de la princesse, hein, qui ah, tu sens qu'elle veut pécho le petit Arthur, hein. Elle veut se bref, c'est dégueulasse. Enfin, pourquoi pas? Il faut bien qu'ils se reproduisent, mais bon. Moi, c'est comme les trucs d'Avatar, là. Moi, ça me fait pas fantasmer, mais il y en a qui fantasment, donc voilà. Et je me suis dit, bon, c'est pour ça, les gens ont kiffé Arthur et veulent en faire un film d'horreur parce qu'il y a un potentiel. Et puis j'ai vu qu'il y avait Luc Besson derrière. Et j'étais en mode, ah non, c'est pas fait par des fans, c'est vraiment fait par le mec. Et puis j'ai vu le film. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais sans déconner, enfin, d'une, le film ne fait pas peur, et de deux... L'exploitation de Arthur et les Minimoys, tout ça pour ça? On pouvait pas faire mieux? Genre, ils se transportent dans l'univers des Minimoys et en fait, on voit que tout a été détruit, qu'il y a eu des morts partout, la maladie, enfin, et qu'ils se sont transformés. Enfin, ils auraient pu faire des trucs bien plus dégueulasses. Et non, c'est juste des groupes d'adolescents qui utilisent divers univers de films. Avant, c'était Batman. Et bien là, c'était l'événement Arthur et les Minimoys parce que c'était l'anniversaire. Donc ils se sont déguisés avec les mecs là qui permettent à Arthur d'aller dans l'univers des Minimoys. Et les autres déguisés en moustiques, etc. Pour se tuer.
Ils s'entretuent. Voilà. Et sauf que on va suivre un petit groupe d'adolescents, donc fans de Arthur et les Minimoys, qui veulent fêter l'anniversaire du personnage principal en lui offrant la possibilité d'aller visiter la vraie maison d'Arthur et les Minimoys, du décor. Et quand ils vont y aller, donc c'est incroyable tout ça et blablabla, sauf qu'ils vont se retrouver au milieu de cette fameuse guerre entre les groupes d'adolescents qui veulent s'entretuer et qui vont forcément les massacrer. Et c'est un vieux slasher naze. Enfin, et encore même pas, parce que au final, il y a apparemment un truc dans la baraque qu'on voit à la fin, derrière le rideau. Peut-être un des adolescents, ou peut-être que c'est Arthur, on ne sait pas qui c'est. Et putain, mais c'est mauvais, le jeu d'acteur est dégueulasse, la peur est inexistante, le montage est horrible, mais apparemment, alors, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, de ce que j'ai vu, il y a eu énormément de soucis pendant le tournage. Les mecs qui y travaillaient étaient sous-payés, voire même pas payés, ou voilà, surexploités pour profiter de la main-d'œuvre pas chère, tout ça. On a filé des postes à des gens qui n'étaient pas habitués à ces postes-là ou qui ne maîtrisaient clairement pas les trucs, et on les mettait là pour vas-y, fais, on s'en branle, vas-y, de toute façon, on est là pour un film à petit budget, pour apporter de l'argent, voilà, fais. Enfin voilà, donc il paraît que c'était catastrophique le tournage. Et ça a donné cette merde. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire. Et si vous ne l'avez pas vu, téléchargez-le de manière légale. Parce que ça ne vaut pas la peine d'être payé. Hein. Sans déconner, c'est une honte pour l'univers d'Arthur et les Minimoys, mais une honte pour Luc Besson tout court. Enfin, il nous a habitués à bien mieux. Alors je sais pas ce qu'il a fait lui sur le tournage, est-ce qu'il a écrit juste le scénario ou il était là en mode juste pour mettre son nom, mais sans déconner, enfin il n'y a rien à dire de plus, mais ce film est dégueulasse. Voilà, et nous arrivons au numéro uno, les meilleurs et pires films, et à la première place des très bons films, j'ai mis Prey, le dernier Predator qui a été un putain de coup de cœur, parce que vraiment, Predator c'est une licence qui s'est fait défoncer, avec de très très mauvais films dernièrement. Et j'ai eu très peur de ce Prey. Et au final, oui, c'est un retour aux sources. Quelque part, on a l'impression de revoir le premier Predator. Mais putain, qu'est-ce que c'est stylé. Le look du Predator. L'armement de celui-ci qui est beaucoup plus... moins... Enfin, si, c'est toujours très technologique, très poussé quand même au niveau des capacités. Hein, quand même, il peut toujours devenir invisible. Tout ça, mais... T'as l'impression que c'est plus tribal et j'aime bien. En plus de ça, l'héroïne principale est très stylée. On voit une vraie évolution. On voit qu'au début, voilà, elle se fait pas respecter. Elle essaye de prouver, voilà, mais que personne n'écoute. Au final, même elle se sent impuissante quand elle voit la menace et que peut-être elle se sent pas capable, mais qu'elle est quand même obligée de le faire. Et elle décide finalement de braver la menace et de trouver des pièges. Pour arriver à contrer la menace, et franchement c'est très stylé et c'est un véritable coup de cœur parce que ça soit visuellement, que ce soit l'ambiance sonore ou que ce soit tout simplement le Predator qui est mis en avant, tout est réussi, surtout le combat contre l'ours, c'est incroyable et franchement c'est le meilleur Predator depuis un long moment, hein. Bah, en même temps c'était pas trop dur. Parce que putain, les pauvres. Et ça fait plaisir, donc je ne sais pas par contre derrière si ça annonce d'autres films. Ou est-ce que c'est peut-être le dernier, parce que parfois il faut arrêter. Hein, c'est comme Alien, à un moment il faut dire stop, on arrête. Mais pour moi, ça a été un très très bon moment. Et c'est un film que je reverrai très prochainement avec très très grand plaisir. Et il est temps d'attaquer avec le dernier horrible, catastrophique film. Et à la première place, j'ai mis Thor Love and Thunder. J'ai réussi à le regarder du début jusqu'à la fin, mais ça a été une purge monumentale. Je sais que Marvel aime bien faire des films humoristiques. On l'a vu avec les Gardiens de la Galaxie, Deadpool, dans certains films comme Iron Man, tout ça. Il y a toujours eu de l'humour. Mais je trouvais que pendant un temps, c'était quand même subtil et bien dosé. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un cas à part parce que dans les comics, c'est comme ça. C'est une équipe de bras cassés, donc il y a beaucoup de blagues, tout ça. Et ça passe quand même dans les films, moi j'aime bien. Un jeu s'appelle Groot, tout ça. Mais là, de voir Thor faire de l'humour à tout va, qui ne passe pas. De voir le mec qui compare la taille de son marteau
à Marteau de l'Autre parce que mais c'est mon marteau, mais il est petit, mais je l'aime quand même, tout ça. Enfin, t'es là en mode, oh, en gros, c'est la taille de sa bille, tout ça. Oh, bref. Et les chèvres. Et Zeus. Le passage où ils vont dans le palais de Zeus avec tous les dieux réunis, etc. T'es là en mode... Oh, J'essaye de l'oublier, mais je vois chaque scène de ce film. Et le pire, ça reste quand même le méchant. Ça aurait pu donner un film très sombre, très dark, parce qu'il y a le côté noir et blanc. Et là, ça passe tellement à la trappe. C'est sous-exploité. Tout ça pour faire rire. Mais rire qui? Des enfants? Mais comment ils peuvent rire de ça? Oui, parce qu'il y a la chef qui fait ah toutes les 5 minutes. Oh là là. Non, vraiment. Pour moi, c'est le pire film de la phase cadre. Mais le pire film de l'univers Marvel en général qui nous a été proposé. Parce que autant Morbus c'est de la merde, mais c'est pas de la merde parce que y a de l'humour, etc. C'est parce que c'est charcuté, etc. Venom 2 c'est la même chose. Mais là, Thor Love and Thunder, c'est une merde du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien à sauver. Le final où Thor fait en sorte de donner ses pouvoirs, ou en tout cas partager ses pouvoirs pendant un bref instant à tous ces gamins pour qu'ils se battent, mais il n'y a rien qui va. T'as l'impression de voir un film, typiquement, qui a été tourné pour Noël, et j'ai l'impression qu'on aurait dit, voilà, c'est un film spécial Noël, j'espère que vous avez apprécié, c'est un petit film à petit budget, et voilà. J'ai l'impression de voir ça. Non, sans déconner, si vous ne l'avez pas encore vu, ne le regardez surtout pas, mais vraiment, je vous le déconseille. Et si vous l'avez vu, j'espère que vous arriverez à oublier. Moi, perso, je pense que je n'oublierai jamais cette merde qui est Thor Love and Thunders ou Nick sa mère. Bref, voilà qui conclut ce classement des bons films et des pires films. J'ai triché, mais ça en valait la peine vu la qualité des films. Je n'ai pas fait... malheureusement encore tout le rattrapage que je devrais faire, comme avec Black Adam qui aurait pu peut-être se retrouver là ou voilà, mais j'essaierai de faire du rattrapage très prochainement. Pour Arthur et la malédiction et Morbus, je n'aurai pas besoin de le faire puisque voilà, j'ai donné plus ou moins mon avis critique là-dessus. Mais voilà qui conclut cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve si ça vous intéresse pour mon classement jeux vidéo, mon top et flop, et si ça ne vous intéresse pas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Et pour les autres, à demain. Ciao ciao.